Bonjour et bienvenue dans mon podcast What's Your Green Plan. L'objectif de ce podcast est de créer un espace de discussion autour de la durabilité en explorant comment des leaders d'opinion, entrepreneurs, freelance, solopreneurs et citoyens engagés comme vous perçoivent et intègrent la durabilité dans leur quotidien professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Michel Juvillier. Michel, comment vas-tu? Je vais bien, Alexia. Merci pour cette invitation. Je suis ravi parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. On collabore de temps en temps ensemble, mais on n'a jamais eu l'occasion de faire un projet comme celui-ci, à savoir un projet vidéo, interview. Et pour tout te dire, je suis un peu impressionné parce que j'ai pour habitude d'interviewer les gens. J'ai pas trop l'habitude d'être moi-même interviewé. Et donc, c'est un exercice comment dire, innovant pour moi. J'adore l'idée. Bah, justement, c'est un vrai challenge pour moi puisque justement, d'habitude, c'est toi qui fais les interviews. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu en es arrivé, à, ben, parler de publicité, à faire des interviews, à monter un média, à travailler, dans tout ce qui est, marketing digital? Alors, ben, très bien, donc moi je m'appelle donc comme tu l'as dit Michel Juvillier, ça fait, 32 ans que je suis dans le marché de la publicité, au sens large et en ce qui concerne la publicité, digitale, tout juste 30 ans puisque j'ai lancé ma carrière en 1992 au sein du journal, Libération où au départ j'étais à la publicité, locale, Paris. Et il se trouve qu'au cours de mes pérégrinations dans les quartiers de Paris, je me suis intéressé à ce qui se passait dans les magasins informatiques à une époque. Et dans ces magasins informatiques, ben, à un moment, on m'a parlé d'internet et il se trouvait que le journal Libération avait un projet de lancer, un site internet et ça c'était le premier journal en France à avoir un site internet et également une, des pages spéciales, un cahier spécial qui s'appelait le cahier multimédia et j'ai eu la chance de proposer en tous les cas une formule publicitaire qui permettait à l'ensemble des premiers fournisseurs d'accès Internet de communiquer au sein de ce journal, en tout cas de ce cahier multimédia, et c'est devenu un vrai succès. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, je me suis intéressé bien sûr à la publicité. J'ai vendu des premières publicités au sein du site de Libération, c'était Levi's, c'était IBM. Au-delà de ça, après, je me suis retrouvé à être contacté par les équipes de Microsoft pour rentrer chez Microsoft et monter la première équipe commerciale au sein de Microsoft. J'y suis resté presque une dizaine d'années. J'étais directeur commercial de la première, en tout cas responsable des ventes publicitaires et le créateur de la première équipe commerciale au sein des MSN. Ensuite, je me suis occupé de la monétisation des MSN Messenger et MSN Hotmail. Ensuite, après ça, j'ai rejoint le groupe AOL Time Warner où j'étais directeur général adjoint d'une filiale qui s'appelait AOL Time Warner, AOL pardon, qui s'appelait advertising.com, qui était un concurrent de Google, notamment de Google AdSense, à savoir une technologie qui permettait aux éditeurs qui avaient des espaces publicitaires invendus de pouvoir les remettre sur le marché. Et c'est là que je me suis dit que sans doute les éditeurs avaient besoin de conseils pour développer des revenus publicitaires non standards, ce qu'on appelait les opérations spéciales, puisque j'étais moi-même directeur des opérations spéciales au sein de Microsoft MSN, et notamment avec MSN Messenger, je m'étais pas mal éclaté, et je me suis dit, ben, on va essayer, avec son propre nom, ben, de développer ça. Et en fait, de fil en aiguille, ce sont les technologies publicitaires qui m'ont contacté pour les représenter sur le marché français. Et donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est principalement de développer des nouvelles technologies publicitaires, souvent sur des concepts complètement inconnus. Ce qui m'a donné l'occasion, par exemple, en 2009, de proposer le premier SSP, Sell Side Platform, qui était Pubmatic et qui a fait que, ben, sans le savoir, je faisais du programmatique, en tout cas, je commercialisais une plateforme qui permettait aux éditeurs de monétiser de manière automatisée leurs inventaires publicitaires. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai été contacté par d'autres technologies et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir représenter ces marques. Et pour répondre à ta question sur comment je suis arrivé à faire un média, j'animais pas mal de conférences. Je voyais qu'à ces conférences, il y avait beaucoup de monde plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur des salles. À l'extérieur pour faire du networking et moins à l'intérieur des salles pour écouter les fameuses tables rondes. Et je me suis dit, eh ben, on va faire
une émission, une vidéo qu'on va diffuser non pas forcément sur YouTube, mais sur LinkedIn, pour pouvoir toucher les professionnels. Et aujourd'hui, pour chacune de mes émissions, je peux générer 10 000 vidéos vues pour l'ensemble des partenaires sponsors qui me font confiance. Voilà un petit peu mon activité. Donc, business développement, je vais dire, j'aime bien dire VRP multicarte pour des nouvelles technologies, contenu vidéo pour acculturer, j'allais dire, l'ensemble du marché et en même temps me faire plaisir, puisque il n'y a pas de mal à ça. Voilà. C'est le moment où on met une musique romaine et on dit: «Je m'incline» Mais non, face à pouce levé, s'il te plaît, pouce levé. Oui. non, waouh! Bah, tu sais, pourquoi je t'ai invité? Bah, déjà, je trouve que ton parcours, il est inspirant. Pour moi, tu es un peu un rôle modèle dans justement, ce secteur de la publicité avec, bah, tout ce que tu connais, ce que tu as pu développer et puis par rapport justement à ce secteur, qui est tout le temps en mutation, dans, tes différents médias, je trouve que tu as toujours mis, une partie un petit peu sur justement sustainability, diversity Ouais. et donc, eh ben, je me suis dit: «Ce serait génial qu'ils puissent partager un petit peu de ça avec nous» et c'est là qu'arrive cette fameuse transition. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire durabilité? Alors, pour moi, durabilité, ben, j'allais dire, c'est un peu comme le port salut, c'est écrit sur la boîte, quoi, entre guillemets. C'est le fait de pouvoir assurer dans le temps, le développement dans le respect de l'écosystème. C'est ce qui est pas forcément, évident, hein, puisqu'on a plutôt surtout dans le milieu économique, quand on parle de croissance, c'est un peu la croissance à tout va et on fait fi, de ce qui constitue, l'écosystème qui écosystème est lui-même au service de cette fameuse croissance purement économique, mais qui d'une certaine manière, heu, je ne veux pas trop utiliser le mot «détruire», mais on peut le dire, en tous les cas, déprécie son écosystème au service de la croissance. Et ça, pour répondre à ta question sur la durabilité, c'est comment on arrive à créer une sorte d'harmonie entre cette préservation d'un écosystème qui permet à un certain nombre d'acteurs, économiques, ben, de pouvoir, s'épanouir, atteindre leurs objectifs dans le respect de chacun dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, et c'est aussi bien d'un point de vue, de mon point de vue humain, que d'un point de vue système, d'un point de vue purement écologique. C'est ça pour moi la durabilité, hein. Superbe, j'adore ta définition. Est-ce que toi, tu as toujours été sensible à ces questions-là, justement, de durabilité? Ce serait faux de dire que j'ai été sensibilisé à ce sujet. Enfin, Ça j'ai été sensibilisé, mais est-ce que ça a été un discours audible? Soyons clairs, au départ, non. Ce qui a fait que ça l'est devenu, c'est le fait, d'avoir des enfants, déjà pour commencer et de me poser la question, ben, quel monde je veux leur laisser et à mes enfants tout comme, leurs camarades, et quel est l'impact que je peux avoir de par, mon activité. Soyons clairs, hein, je vends de la publicité, hein, je sauve pas des vies. Et donc, en gros, en quoi, à travers mon activité qui est quand même au service de la croissance, hein, la croissance purement économique, je peux quand même apporter, ma pierre et être, une sorte de colibri, comme dit, Pierre Rabhi, avec, cette fameuse, ce fameux conte sur ce colibri qui apporte sa goutte pour éteindre l'incendie. Et le colibri que je peux être, c'est à travers mon activité et la création de contenu pour sensibiliser en tout cas le marché autour de ces questions. Et j'allais dire, sans faire du greenwashing, ou en tout cas éviter, en tout cas à mon niveau, de faire du greenwashing, puisque pour être totalement transparent, j'ai même fait ces émissions sans avoir aucun sponsor sur certaines de mes émissions. Donc c'était véritablement comment je peux apporter ma pierre, moi qui suis, entre guillemets, un contributeur au monde de la publicité, au sens large et de la publicité digitale en particulier, à travers les différents contenus
que je peux faire et donner la parole à ceux qui savent. Moi, je ne sais pas. J'invite ceux qui savent et je leur pose un certain nombre de questions de manière naïve et donc voilà, cette naïveté, elle permet aussi, je pense, à un très grand nombre de trou à pour un très grand nombre de trouver des réponses à un certain nombre de questions et j'essaye d'être, leur porte-parole. Donc non, j'ai été sensibilisé, je n'ai pas été sensible au discours, mais aujourd'hui, je le suis beaucoup plus. Superbe. Et donc justement, dans le secteur de la publicité, comment ça se passe la durabilité? Comment est-ce qu'il y a des actions, concrètes, qui sont mises en place? Est-ce que tu as l'impression que c'est un secteur qui est à l'écoute de ce sujet, ou, en fait, ça prend encore beaucoup de temps? Qu'est-ce que tu ressens de ton côté? Alors oui, c'est un sujet, qui est important. C'est même, un sujet, de compétitivité puisque, par exemple, tu as des agences de publicité qui demandent à ce que, il y ait une sorte de garantie de la part d'un certain nombre d'éditeurs, ou de régies publicitaires sur la durabilité des process de diffusion, des publicités. Donc oui, c'est un sujet. Mais ce que je peux reprocher, si j'ai un reproche à faire au marché, c'est qu'il y a, je suis sur un marché où la notion de hype, est un peu trop, prégnante. Quand je dis notion de hype, c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, les vacances faisant leur œuvre ou, mauvaise œuvre, on va dire, on va moins en parler ou plus du tout en parler. Par exemple, pendant très longtemps, on a parlé, et je ne parle pas d'écologie ou de durabilité là, mais on a parlé pendant très longtemps de Web3 et aujourd'hui, tu te rends compte que cette notion de Web3, elle est passée un peu aux oubliettes, quoi. Pour répondre à ta question sur la notion de durabilité et pourquoi j'ai un peu peur de cette fameuse hype, c'est que pendant un certain temps, on a mis en avant énormément d'initiatives de start-up qui étaient là pour proposer des mesures autour de l'impact carbone, etc. Et que j'ai un peu l'impression aujourd'hui qu'on rentre dans une phase euh, de mou, une phase descendante autour de cette hype. Et cela est peut-être dû à une très forte, à une offre assez presque pléthorique, j'allais dire, de ces différents acteurs, peut-être à un manque de standardisation. Et soyons clairs, aussi une réalité du marché qui a fait que c'est peut-être le dernier sujet à prendre en compte, surtout quand on est dans une situation de crise où l'objectif est de vendre toujours plus. D'accord? Donc, il y a aussi un problème de standardisation. Il y a des efforts qui sont faits, par exemple, avec une entité qu'on appelle, l'IAB, qui est donc l'Interactive Advertising Bureau, qui est une entité internationale. En France, ça s'appelle Alliance Digitale. Heu c'est clair qu'il y a des initiatives, mais est-ce qu'elles sont, dans la durée? Est-ce que, on va dire que le marché, l'a intégré dans son process, dans la manière de standardiser son offre, son process de vente et son process de diffusion publicitaire? J'en suis pas encore sûr. J'en suis pas encore sûr. OK. Et parce que peut-être que notre, audience, elle n'est pas, aussi, inconsciemment compétente que toi dans tout ce qui est publicité, programmatique et ça peut être des mots très techniques. Ah, je vais essayer d'être le moins technique possible, hein. Mais est-ce que tu pourrais justement juste vulgariser en une minute, ben, comment aujourd'hui, on vend de la publicité, dans les régies? Parce que, pour toi et moi, c'est évident, mais je pense pas pour tout le monde, pour ensuite voir quelles sont les actions concrètes qu'on pourrait faire justement sur ces différents leviers. Alors pendant, des décennies, pour ne pas dire un siècle, pour vendre de la publicité, donc sur un journal par exemple, hein, c'était, un vendeur, donc un éditeur, un journal, qui s'adressait à un acheteur, donc une agence de publicité qui, cette agence, représente plusieurs marques. Et donc le rôle de cette agence est de trouver les meilleurs emplacements publicitaires dans un journal, et de les acheter, au meilleur rapport qualité-prix. Sur internet, à la fin, des années 90, début des années 2000 où j'ai commencé, on était dans ce mode de commercialisation.
où j'appelais une agence de publicité pour lui proposer d'être sur le portail MSN ou sur le journal Libération où j'ai commencé à vendre de la publicité. Et j'avais en face de moi des gens qui me proposaient, qui me répondaient et qui me diffusaient et à qui je proposais des campagnes publicitaires. Ces campagnes publicitaires sur Internet étaient diffusées par l'intermédiaire d'un outil qu'on appelle un serveur publicitaire. Donc, cette machine, ce serveur publicitaire avait juste pour rôle de diffuser les publicités sur des emplacements définis et sur lesquels on s'était mis d'accord avec l'agence de publicité. Il se trouve que au fur et à mesure, on va dire, la technologie publicitaire s'est, sophistiquée avec plus de volume, plus d'informations, sur, les audiences, qui regardent les pages, combien de temps et cetera, et que dans le même temps, s'est créée également une sorte d'intelligence autour de la monétisation publicitaire. Et cette intelligence autour de la monétisation publicitaire, à savoir comment monétiser toujours plus efficacement, rapidement et le plus précisément en ayant la connaissance d'une audience, eh bien, a fait que, comme on est dans le monde des technologies et que ça va extrêmement vite, sont apparus des nouveaux acteurs, des nouvelles plateformes publicitaires qui se sont ajoutées à ces fameux ad serveurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle des SSP, Sell Side Platform, c'est-à-dire des plateformes côté vente. Donc, du côté des éditeurs, il y a eu des outils pour pouvoir mieux monétiser leur inventaire publicitaire, leurs espaces publicitaires. Et dans le même temps, eh bien, il y a eu la même chose du côté des agences de publicité et des annonceurs. Il y a eu cette fois-ci ce qu'on appelle des Demand Side Platforms, donc des plateformes côté demande, côté achat. Et ce sont ces deux technologies qui communiquent pour d'un côté acheter les meilleurs emplacements et les meilleures audiences, et de l'autre offrir au meilleur prix avec la meilleure rentabilité les espaces publicitaires. J'espère Super. avoir été clair, pardon, clé, je sais pas, mais clair en tous les cas, je l'espère. Voilà un peu l'idée de ce qu'est le programmatique. Et si on devait faire une analogie avec le monde économique, aujourd'hui, on est sur des systèmes de transactions automatisées qui s'apparentent à transactions automatisées qu'on retrouve dans le domaine de la bourse. C'est pour ça que dans la bourse, on parle de stock exchange, donc d'échange d'actions. Et en fait, en publicité, on va parler d'ad exchange, des échanges publicitaires, un marché publicitaire euh, on va dire, automatisé, si on devait faire une analogie. Et autour de ça, moi, j'ai lancé le premier SSP, c'était en 2009. Se sont greffées tout un tas de nouvelles technologies qui ont sophistiqué encore plus cette manière d'acheter ou de vendre de la publicité. Et donc, pour répondre aussi à notre thème du jour, sur un plan durabilité, ça pose de vraies questions. Ça pose de vraies questions sur le nombre de serveurs utilisés pour faire toutes ces transactions à la minute. Quel est l'impact carbone que cela a? Au départ, pour être tout à fait clair avec toi et pour répondre même à revenir à ta première question, je n'étais absolument pas sensibilisé à ça. Je pensais même que c'était totalement clean, puisque contrairement au papier où il y a une grosse industrie, une imprimerie, etc., on va dire que c'est quelque chose d'assez matériel, de palpable, alors que là, on est dans l'immatériel au possible et qu'on considère que parce que c'est immatériel, il n'y a pas d'impact sur l'écologie. Il n'y a pas d'impact sur l'environnement, il n'y a pas d'impact carbone. Or, c'est tout le contraire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus c'est immatériel et plus il y a potentiellement danger en ce qui concerne, ou en tout cas menaces réelles et fortes en ce qui concerne la durabilité sur le plan écologique. Bah, complètement et justement, j'allais dire, bah, tout ça, c'est beaucoup de data, donc beaucoup de serveurs, donc beaucoup d'impact carbone. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres, actions qu'on pourrait faire pour minimiser un petit peu, ben, justement toutes ces actions-là? Parce que, tu vois, souvent, je parle du fait que, ben, en fait, tu as la data, tu as la mobilité, tu as la nourriture, enfin, tu as plein de piliers qui font qu'aujourd'hui, il faut être un petit peu plus résilient, en tout cas repenser les choses. Mais donc dans ce secteur-là de la publicité, OK, la data, on sait que c'est un problème et qu'il faut faire attention. J'ai vu aussi des initiatives où il y avait des personnes qui faisaient des publicités la nuit parce qu'en fait, c'était moins énergivore. Alors, je sais pas trop ce que ça vaut et justement, j'avais envie d'avoir un petit peu ton avis là-dessus. Donc il y a la partie impact carbone aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions qu'on pourrait faire
pour avoir un impact plus positif, je te donne une piste, c'est aussi mettre en avant des produits qui sont moins énergivores, qui ont un impact positif, tu vois? Est-ce qu'il y a pas aussi un repositionnement, à faire? Alors, je vais reprendre par exemple ton exemple sur, ce qui serait bien, c'est de dépenser moins d'énergie en faisant, de la publicité la nuit. Mais la nuit, il y a pas d'audience. Donc, je vais dire: «OK, sans doute», mais après il y a la réalité, du marché qui fait que, si une marque, veut, acheter, un support, c'est pour pouvoir rencontrer, l'audience de ce même support et si cette audience n'est pas devant son écran ou, dort, ça a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est comment on arrive à concilier, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette volonté de durabilité et créer une sorte d'harmonie entre cette volonté donc de durabilité, mais cette réalité économique sur laquelle est basé, notre écosystème et pour ne pas dire le système dont on fait tous, partie. Ex Donc pour répondre à ta question sur, les initiatives, ben, par exemple, il y a, certains, acteurs qui refusent, de mettre en avant, des voitures thermiques, par exemple. Il y a, enfin qui utilisent des moteurs, thermiques. Il y a, la, volonté, aussi, de, refuser ou en tout cas de ne pas communiquer sur un certain nombre, de supports qui n'auraient pas, de calculateur d'impact carbone de leur campagne. Il y a également une initiative que je trouve assez intéressante, qui est celle, du groupe Énergie, qui a un leitmotiv qui dit: «Less is more». En gros, ils se sont rendus compte que en réduisant le nombre d'annonceurs par, heure d'écoute et ben, en fait, il y avait un meilleur impact publicitaire, une meilleure mémorisation publicitaire et que surtout en termes de rentabilité, c'était bien meilleur que pour eux puisqu'ils arrivaient à augmenter un petit peu le prix à la minute. Je suis pas un spécialiste de la radio, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils arrivaient à avoir une meilleure rentabilité et aussi une meilleure mémorisation pour les annonceurs. Et ça, ce sont des initiatives qui peuvent être effectivement assez intéressantes sur cette notion de less is more. On donne moins d'espace, mais ces espaces ont beaucoup plus d'impact et cet impact est donc profitable pour l'annonceur qui l'a acheté et pas forcément pour un prix moins cher. Parfois, c'est pour des prix plus chers et parfois, les annonceurs sont même prêts à payer plus cher si c'est pour une meilleure visibilité. D'ailleurs, sur cette notion de visibilité, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits sur, la, visibilité publicitaire, c'est-à-dire que s'assurer que les publicités qui sont placées sur les pages sont visibles. Si elles ne sont pas visibles, elles perdent de la valeur et ça aussi, on peut dire que c'est une sorte de colibri, publicitaire au niveau digital pour dire: «Ben, voilà, cette technologie, elle nous permet de dire que les formats bas de page, ça n'a aucune valeur, donc arrêtons de faire les formats de bas de page» et c'est des milliards d'impressions qui ne sont plus, diffusés, monétisés et donc qui n'ont plus, d'impact négatif sur l'environnement. Alors justement, dans nos secteurs, on parle beaucoup de, KPI, Donc les ouais, de Key indicateurs. Performance Indicator, les indicateurs clés de performance en français. Exactement. Est-ce que toi, tu aurais des indicateurs, de durabilité que tu pourrais partager un peu dans ce secteur-là? Quels sont, justement, les indicateurs avec lesquels on peut mesurer un peu l'impact de toutes ces actions-là? Alors le problème, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de standardisation Mmh. du sujet. C'est un petit peu aux initiatives des uns et des autres. Certes, l'IAB, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait des initiatives au niveau international et essaye de standardiser l'ensemble, j'allais dire, de la mesure de l'impact carbone des actions publicitaires. Il me semble qu'en fait, ce qui fera bouger le marché, c'est l'argent. Et où est l'argent? Au sein des agences et surtout chez les annonceurs. En gros, si demain on a des initiatives de groupes très forts, comme, je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est des grands groupes et ça, c'est pas n'importe quoi, Nestlé, Lactalis, L'Oréal, qui disent: «Ben voilà, voilà dans quel cadre on souhaite communiquer aujourd'hui sur le digital pour à la fois assurer, certes notre visibilité, mais assurer également,
et garantir nos initiatives via nos actions publicitaires sur le digital, voilà quels sont les différents standards à mettre en place. Je pense que c'est par ce type de levier que ça pourra marcher. On a des initiatives assez intéressantes, hein. Il y a ce qu'on appelle un trading desk, c'est-à-dire une agence publicitaire spécialisée dans la publicité programmatique et l'achat automatisé des publicités. On a une agence comme Jellyfish qui a des initiatives très intéressantes sur justement un certain nombre d'exigences, de garanties demandées par une agence auprès des supports. Et j'ai d'ailleurs fait une émission sur le sujet, une émission donc qui s'appelle The Sustainability Society, où j'interroge une des responsables justement de la durabilité chez Jellyfish. Et c'est une émission que je vous recommande parce que justement on a des réponses à ta question sur quels sont comment le marché pourrait faire évoluer de manière positive et avec un impact notable, faire évoluer ces bonnes pratiques pour assurer de la durabilité. Et encore une fois, je crois que c'est par l'argent que ça passera. On l'a vu sur d'autres sujets dans le domaine de la publicité digitale, c'est-à-dire la standardisation des formats au début des années 2000. Ensuite, le fait qu'il n'y ait pas plus d'un certain nombre de formats publicitaires par page, sinon on n'achète pas de publicité. À chaque fois et c'est voilà, mais certains diront c'est dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois que on met une sorte de menace sur des investissements, l'ensemble du marché suit. C'est d'ailleurs aussi bien les éditeurs que les technologies, etc. Et c'est comme ça que je pense que les choses pourront évoluer fortement. Alors après, pour répondre de manière très concrète, je pense que ce sont des initiatives à prendre du côté de l'Union des entreprises de communication et d'achat média. Ça s'appelle l'UDECAM. C'est des initiatives à prendre au sein de l'Union des marques. Il y a des questions autour de ça, mais soyons clairs. Moi, en coulisses, ce qu'on me dit, c'est que il y a des vraies démarches pour effectivement pour améliorer les choses. Puis il y en a d'autres, compris chez les annonceurs, qui disent: «Bah non, moi, je suis directeur marketing. Ce sur quoi je suis jugé, c'est sur le nombre de yaourts que j'ai vendus à la fin du mois, quoi. Donc durabilité ou pas, je dois faire mes objectifs». Et le point, c'est que et peut-être que ça peut déborder notre question, mais je pense que ça a un lien, c'est que autant avant, tu pouvais avoir un directeur marketing qui était là au moins pour 5 ans, pour ne pas dire plus. Aujourd'hui, la durée de vie d'un directeur de marketing, j'exagère à peine, mais c'est entre 18 mois et 3 ans. Et 3 ans, c'est du temps long. Et comment tu veux justement intégrer, faire adopter au sein d'une entreprise dans l'achat média, dans l'achat publicitaire, comment tu veux commencer, créer une politique sur du long terme en achat média qui intégrerait des notions de durabilité? Pas simple. C'est vraiment pas simple. Et Donc voilà justement moi comment je vois les choses. ouais, mais justement, comment tu traduis le fait que toutes ces personnes-là restent pas assez longtemps et donc peuvent pas mettre en place peut-être une vision et tout un plan? Puisque quand on parle de durabilité, on est obligé de penser long terme. Donc si, c'est, du changement tout le temps, en fait, ça peut pas aider à la stabilité. C'est comme un turnover dans une entreprise. C'est qu'il y a un souci et comment tu vas aller chercher de la croissance si tu as pas une équipe qui t'accompagne, tu vois, sur le long terme. Toi, tu traduis ça comment? C'est parce que c'est un secteur où il y a des technologies qui changent tout le temps et donc tu vois? Bah, C'est tu quoi viens de répondre à la question, hein. OK. C'est qu'effectivement, on est sur un marché où il y a une sorte, moi je dis souvent qu'on est sur un marché où la loi de Moore, heu, est, la loi, c'est un peu la constitution du marché publicitaire. Alors c'est quoi la loi de Moore? La loi de Moore, c'est un concept qui dit que une technologie va doubler de sa puissance en 18 mois pour un budget équivalent. C'est ce qu'on connaît tous quand on va acheter un nouveau téléphone et qu'un an plus tard, on a un autre téléphone qui va faire 2 fois plus de précision au niveau de la qualité de photo, des choses de ce type-là, quoi. Et ben, dans le monde publicitaire, c'est ça. Et il faut dire aussi que cette frénésie de nouvelles technologies, d'innovation, fait que chez les marketeurs, eh bien, d'une certaine manière, soit il y a une sorte
d'attentisme, de panique et en fait, on veut rien bouger, même si ces technologies sont là pour générer un peu plus de durabilité. Mais en même temps, chez le responsable marketing, on aura tendance à vouloir, comme je le disais tout à l'heure, vouloir à regarder, à être jugé sur le nombre de yaourts vendus à la fin du mois et pas forcément sur des objectifs qualitatifs. Donc, pour répondre à ta question, oui, un très fort turnover du côté des annonceurs, un très fort turnover au niveau des technologies qui fait qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à suivre. Et ça va tellement vite qu'au bout d'un moment, on dit, bon, c'est bon, là, tous les mois ou toutes les 6 mois, il y a un nouveau concept, il y a une nouvelle technologie. Moi, tant que je vois pas que ça a un impact sur mes résultats financiers ou mes résultats commerciaux, je bouge pas, hein. Moi, mes objectifs, je les atteins tels que c'est. Et c'est très, très intéressant. Il y a une sorte de dichotomie. C'est-à-dire on est à la course à l'innovation, mais cette course à l'innovation, au final, il me semble, hein, qu'elle sert le conservatisme, qu'elle est au service du conservatisme. Pourquoi? Parce que on est sur un mode de plus en plus attentiste. Après, il y a des effets de bord qui sont, ça c'est un avis personnel, qui sont les caractéristiques culturelles de tel ou tel pays. Moi, je sais qu'en France, on est un pays extrêmement conservateur vis-à-vis des nouvelles technologies. Je parle des nouvelles technologies publicitaires. Là où en Angleterre, en Allemagne, on va vouloir tester. Ici, en France, on va vouloir plutôt attendre que son voisin ait levé le petit doigt pour commencer à lever le doigt en même temps, quoi. Voilà, il y a tout cet ensemble. Donc cette fuite en avant vers la technologie qui au final va créer peut-être un peu plus d'attentisme et donc au final de conservatisme, qui fait que faire bouger les lignes, c'est compliqué. Et pour reprendre ce qu'on disait en préparant cette émission, même au tout début quand je parlais du Web 3, ben voilà, il y a eu un certain nombre d'investissements humains, financiers qui ont été faits autour de ce concept. Il y a même eu des événements énormes qui ont été faits à la Bourse de Paris sur le sujet. Pour donner quoi à la fin? Et c'est une vraie question qui se pose pareil sur l'intelligence artificielle. Et bien justement, j'allais te poser la question, IA et publicité, ça te dit quoi? Moi, je dis potentiel énorme, mais est-ce que c'est plus une fonctionnalité que un changement de paradigme total? C'est une vraie question que je me pose. C'est plus de productivité, mais c'est pas pour ça qu'entre guillemets, heu, le paradigme ou en tout cas l'écosystème entier va être bousculé. On va être bousculé en tant qu'être humain sans doute, en termes de process, de diffusion, process de création, sans aucun doute. Mais le marché restera tel qu'il est, c'est-à-dire besoin de trouver le meilleur emplacement publicitaire avec la meilleure efficacité possible et vendre cet espace publicitaire quand on est du côté des éditeurs au meilleur prix. Ça va être à ce service-là. Mais encore une fois, il faut que l'intelligence artificielle apprenne. Certainement que cette intelligence artificielle va remplacer un certain nombre de gens comme les account managers. Les commerciaux, j'en suis pas sûr, parce que je pense qu'on est sur un marché quand même de commerce et que le commerce est basé sur la confiance et que la confiance, elle s'établit sur un échange qui nécessite des émotions pour créer la connivence entre deux acteurs économiques qui vont décider de se mettre d'accord. Et certes, la machine, elle sera là pour transcender et sublimer cette confiance entre deux entités institutionnelles que sont des entreprises, mais qui sont incarnées par des gens. Et ça, je crois que ça ne changera pas. Par contre, le fait qu'on démultiplie l'efficacité d'un accord grâce à l'intelligence artificielle, ça, j'y crois à 150 000 bien sûr. Donc, c'est ma vision, en tous les cas, de l'usage de l'intelligence artificielle. Et donc, pour répondre aussi à notre thème sur la durabilité, oui, là, je pense que l'intelligence artificielle peut faire énormément et peut même être un outil de pression. Comme je le disais tout à l'heure, que c'était déjà que les agences ou les annonceurs pouvaient mettre la pression sur les éditeurs pour s'assurer que le process de diffusion était fait dans les règles.
en tout cas dans le respect, des normes, écologiques qui s'imposent, ben, sans doute que l'intelligence artificielle permettra d'avancer beaucoup plus vite et rapidement sur ces sujets-là. Super. Et dans, justement les émissions que tu pouvais, proposer sur, tout ce qui était sustainability, c'est quoi les questions qui revenaient tout le temps, qui, ben, avaient l'air de vraiment, être des préoccupations? C'est est-ce qu'on peut concilier performance et durabilité? Ça, c'est le thème clé. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, d'harmonie et de trouver un terrain d'entente entre, cette volonté de soutenir la croissance économique, tout en respectant un écosystème qui a souffert de cette, fuite en avant vers la croissance. Est-ce qu'il y a moyen de concilier les 2? Moi je pense que la clé, ça va être aussi de trouver, une nouvelle forme d'intérêt économique au-delà, de l'argent, pour assurer un développement, écologique aussi, attractif que peut être le développement économique. Et Mmh. ça, il faut craquer ce truc-là, quoi. Et c'est pas forcément donné à tout le monde, mais c'est ça qu'il faudra craquer, à mon sens. Alors justement, si on se projette un petit peu, comment tu vois, 2050 dans le secteur de la publicité, pour, se dire que ça va être durable et puis qu'on va trouver cet équilibre? On a parlé de plein de choses finalement de, ben, avoir moins d'impact carbone, d'utiliser, l'IA, d'être peut-être plus responsable dans sa communication, d'utiliser, des manières d'avoir un vrai impact. Comment tu vois là? Parce qu'on est enfin moi qui travaille dans le secteur de la durabilité, on vit en 2050. Moi, je vis en 2050, c'est-à-dire que tout ce que je peux faire, la J'espère que manière dont j'aurai je le vis. temps d'être là, j'aurai 79 ans, mais j'espère que Tu as la loi climat aussi et donc on sensibilise aujourd'hui à ce sujet-là, mais nous, on est déjà en 2050. Alors, comment toi, tu vois justement, bah, voilà, ce secteur pour qu'il ait une croissance durable, selon ton expérience, tout ce que tu as entendu, comment tu le vois évoluer aussi? alors déjà, je vais faire une petite parenthèse. Ma première réaction, tu as vu, ça a été de dire: «J'aurai 79 ans à ce moment-là». Et c'est en fait, c'est une sorte de réflexe qui est pas bon. Parce qu'en fait, derrière ce j'aurai ce 79 ans, on pourrait sentir poindre un: «Ouais, bof, ça sera plus mon problème, ça sera le problème de la génération d'après». Or, ce que j'ai dit au tout début, c'est que ce qui fait que je m'intéresse énormément à ça, c'est que je pense à mes enfants et aux petits-enfants que je n'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que, il y a un moment, il faut sortir de ce fameux «après moi le déluge». Donc après, pour répondre à ta question, comment je vois le marché publicitaire, en 2050? Je pense que l'intelligence artificielle sera l'arbitre, mais on ne saura pas que c'est lui l'arbitre. Mais en clair, ces arbitrages seront basés sur des mesures basées sur l'intelligence artificielle, qui détermineront si oui ou non on peut communiquer sur tel support, pour tel support, si oui ou non, à travers une campagne qui lui est proposée, il atteint ses objectifs carbone ou non, et donc de dire bah non, je ne peux pas diffuser cette publicité pour telle ou telle raison. Voilà, je pense qu'il y aura une régulation qui sera basée sur l'intelligence artificielle. Soyons clairs aussi, je pense que si on n'a pas un ouragan ou 15 ouragans qui nous passent au-dessus de la tête, rien ne changera. Je le dis, très, humblement, hein. J'aurais peut-être pas, mais c'est ça, hein, le fin fond du problème aussi, hein. Là, on commence à sentir une petite, prise de conscience parce que les catastrophes, arrivent. Quand on va commencer à payer nos primes d'assurance 3 fois plus que ce qu'on paye aujourd'hui, les gens vont peut-être se poser, un certain nombre de questions, mais c'est peut-être hyper terre à terre ce que je suis en train de te dire, alors qu'on est en train de parler de publicité, digitale et d'impact, sur la durabilité ou même d'impact sur la société. Très clairement, peut-être qu'il faudra qu'on ait 15 ouragans, qui nous passent au-dessus de la tête pour que, y compris, d'un point de vue macroéconomique, il y ait une prise de conscience, mais également d'un point de vue microéconomique, à savoir
au sein du microcosme publicitaire, il y a une vraie prise de conscience et des vrais engagements parce qu'on connaît les impacts que nos comportements irresponsables peuvent avoir. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que les milliards d'années qu'il a fallu pour construire un écosystème qui était au service de l'homme et que l'homme a perverti de par des actions irresponsables et dont je suis moi-même artisan, hein. Comme je le disais, je sauve pas des vies. Je suis au service de la croissance économique à travers mon activité, qui est celle de vendre de la publicité. Mais comment donner du sens à cette vente publicitaire? Eh bien, ça passe par effectivement des réflexions politiques, sociaux, sur comment la publicité peut être au service du développement écologique et ça passe également par des initiatives comme je pense à un réseau publicitaire pour lequel je travaille d'ailleurs, hein, pour être tout à fait clair, qui s'appelle Ginger Ad et qui dit ben nous on va essayer de rendre le programmatique un petit peu plus responsable. Et rendre le programmatique responsable, c'est dire ben voilà, nous on va reverser 10% de notre bénéfice à des associations caritatives, notamment des associations consacrées à l'écologie. Et par contre, dans nos campagnes publicitaires, on ne fera pas de campagne pour les voitures, les moteurs thermiques, etc. Voilà, c'est ce type d'initiatives qui sont des initiatives de colibri, mais qui peuvent avoir un impact pour éteindre l'incendie. Donc voilà un petit peu moi comment je vois les choses. Pour répondre à ta question sur 2050, intelligence artificielle qui est l'arbitre, ou en tout cas qui est la matière première pour générer, on va dire, des comportements plus responsables, en tout cas automatiser ces comportements. Et deuxième chose, prise de conscience d'un point de vue factuel. Il nous faut 15 ouragans au-dessus de la tête pour qu'on prenne conscience des choses. C'est dommage, mais c'est la réalité. En tout Et cas, c'est si comme ça que je vois les choses. ouais, et si, une personne, en fait, se lançait aujourd'hui, dans, ton secteur, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller comme premier pas, vers de la durabilité, justement? Ben, déjà, et adopter, alors lire tout ce qui peut exister sur cette notion de durabilité de publicité. Il y a énormément, d'outils, sur le sujet, il y a enfin, d'outils, d'articles. Quand je parle d'outils, je parle de technologie. On a une technologie en France qui s'appelle DECA, qui est spécialisée sur le sujet. On a des initiatives et là, pour rigoler, je dis que il est peut-être en mode repentance. C'est un des pontes de la publicité programmatique dans les années 2000, 2010, qui était donc le patron d'une technologie qui s'appelait AppNexus. Il s'appelle Brian O'Kelly, qui est aujourd'hui devenu le patron d'une boîte qui s'appelle Scope 3, qui justement réfléchit à la manière dont la publicité peut être, j'allais dire, plus vertueuse en matière de transactions publicitaires programmatiques notamment. Et justement, pour répondre à ta question et pour illustrer ce que je viens de dire au sujet de Brian O'Kelly, c'est lui qui a notamment mis en place ce qu'on appelle une technologie qu'on appelle le Supply Path Optimization. Sans trop rentrer dans les détails, c'est comment un acheteur, via une technologie ou un mode d'achat, permet d'utiliser des chemins plus courts pour atteindre son objectif d'audience, atteindre les espaces publicitaires les plus rentables pour lui. C'est une sorte de premier pas aussi pour avoir un impact moindre d'un point de vue écologique en évitant tout un tas de transactions à la milliseconde en ayant ce type de stratégie. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en mode repentance. Si je dis ça, on va me tuer, mais ça me faisait rire, j'avais cette impression-là, qui ont œuvré énormément pour l'automatisation de la publicité, avec les écueils que ça a, mais qui aujourd'hui, comme Scope 3 et Brian O'Kelly, proposent des solutions pour pouvoir justement avoir un impact limité sur l'environnement via des process publicitaires, on va dire, plus vertueux.
Ouais, presque une reconversion professionnelle réussie. Ouais, ça me donne des idées, ça me donne des idées. Bon, il avait déjà réussi le garçon, hein, je m'inquiète pas pour lui, mais c'est des vrais, c'est un exemple d'une vraie prise de conscience de la part d'acteurs majeurs. C'est super, écoute, merci puisque, tout ce que tu as dit, c'est beaucoup d'exemples, beaucoup d'actions concrètes, tu vois? D'initiatives qui existent et en fait, moi je me suis rendu compte, hein, en, regardant autour de moi, en posant beaucoup de questions, en fait, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qui existe. Donc ils se disent: «Bah, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire?» Dans mon secteur professionnel, je sais pas, on n'en parle pas ou en tout cas, c'est pas assez plébiscité, tu vois? Les gens ne font pas assez de promotion autour de toutes ces actions qui existent et moi, je les connais. Donc c'est aussi pour ça que ce podcast existe. Donc merci pour ça et maintenant, on va arriver à, une partie que j'adore dans ce Ah oui? podcast. Une Oui, surprise? et on va c'est la partie sur, l'écologie intérieure. Parce Ouf! que l'écologie intérieure, pour moi, c'est essentiel pour durer dans le temps. C'est pas facile, d'avancer, d'être tout le temps dans ce tourbillon, hein, de la vie. Surtout, moi, je te connais, je pense que tu as un petit côté multipotentiel, tu as un petit côté hyperactif, tu as un petit côté, genre je gère beaucoup de choses et puis avec, beaucoup de talent. Mais comment tu fais pour pouvoir justement, équilibrer ta vie pro et perso et puis pour durer dans le temps puisque tu as un vrai modèle là-dessus? Ben, déjà, je prends soin de mon corps. C'est mon premier, j'allais dire, heu, c'est mon outil de travail, hein, mon corps. Mon corps et mon et dans mon corps, c'est mon cerveau aussi qui est extrêmement important. Alors, je veux pas rentrer trop dans les détails de ma vie perso, mais tous les matins, je me lève vers 5:00, 6:00, je suis à la salle, je sors de la salle, il est 7:00. Je prends ma petite douche et j'ai terminé et je suis, devant mon bureau vers 8:00. 8:00, revue de presse, to-do list. Je vérifie que mes posts sont bien au bon endroit, ils apparaissent à partir de 7:00 d'ailleurs. Voilà et surtout, je ne bois pas une goutte d'alcool. D'ailleurs, je suis connu pour ça. À chaque fois que je vais dans une soirée maintenant, les gens, ils savent qu'il me faut qu'ils m'offrent plutôt un jus d'orange qu'un verre de champagne. Et encore le jus d'orange, faut faire gaffe. Mais je suis pas non plus j'ai un côté un petit peu, monacal, hein, dans ma vie de voilà, il se trouve que je vis seul et donc mes enfants étant très grands, je peux m'adonner à cette discipline. J'écoute énormément, de podcasts, notamment quand je fais du sport, des podcasts, mais également des livres audio sur, la finance, des livres audio, sur les classiques de la littérature française. Là, j'ai terminé il y a pas longtemps La fortune des Rougon-Macquart. Je me suis mis à lire également, des livres plus, contemporains. Enfin, je me suis mis à lire, lapsus, et à écouter, énormément de je peux faire une tren par an, je dois faire une trentaine, quarantaine de livres audio, mais parce que, comme tu l'as dit, je suis un hyperactif et donc je le fais en faisant une activité particulière et puis aussi, se renseigner sur comment fonctionne, le marché, se faire confiance. Je ne sais pas si ça répond à ta question sur, l'écologie intérieure, mais c'est, faire confiance. Se faire confiance, c'est également, entre guillemets, «faire du bien à son cerveau». Heu, c'est, voilà, je mange raisonnablement, je n'aime pas particulièrement la cuisine grasse et cetera, donc voilà, mais beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute et peut-être quelque chose que je ne fais pas assez, c'est qu'effectivement, on me voit beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. On pense que je suis avec plein de gens et que j'ai un réseau énorme, mais en fait, je suis dans une bulle. Et en fait, ces moments que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est peut-être, une journée dans le mois et le reste du temps, je manque d'interaction et je pense que pour répondre à ta question sur, l'écologie, intérieure, heu, communiquer avec son environnement, son écosystème, au-delà des outils que sont les écrans, j'insiste là-dessus, c'est clé pour, se faire confiance, être créatif, sortir de sa zone de confort, bref, évoluer, se développer tout simplement. Et je parle pas de développement personnel, hein. Je parle juste le fait de communiquer,
d'interagir, j'ai n'importe quoi, d'aller, prendre des cours, de danse latine, d'aller faire un cours de tennis, de faire des cours de théâtre, d'aller, prendre des cours, en mode alors je parle beaucoup du mot cours d'ailleurs, c'est assez marrant, mais d'aller, faire du tennis, voilà. C'est voilà, toutes ces petites choses qui étaient, j'allais dire, dans les années 80-90 quand j'étais, jeune étaient, naturelles. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça l'est moins et que, pour retrouver, une certaine connexion à son environnement et d'une certaine manière avoir une sorte de d'écologie intérieure, qui soit la plus, heu, vertueuse possible, eh bien, c'est se connecter aux autres et ne pas avoir peur des autres et de se connecter aux autres. Est-ce que tu as le sentiment, d'avoir besoin de justement quelquefois déconnecter ou te détoxer un petit peu? On parle de souvent de détox numérique actuellement. Est-ce que tu as ce besoin-là ou justement dans tout ce que tu as mis en place, tu es assez, justement dans ton équilibre pour pas avoir, ce besoin-là? Non, je n'y arrive pas, soyons clairs. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. J'adore ta réponse. Non, mais soyons clairs, je me dis, je peux me faire, «Ouais, Michel, tu as des» mais c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est possible, mais je pense qu'il me faudrait plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en gros, c'est possible. Moi, mon alors justement, c'est marrant parce que je parlais de livres audio. Là, je suis en train de lire un livre audio sur une, femme française qui a décidé, de tout plaquer et d'aller en Nouvelle-Zélande et qui tombe sur 2 femmes qui sont dans une, ferme isolée, en Nouvelle, Zélande. Donc ça s'appelle «Les femmes du bout du monde» de Melissa DaCosta et j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire de dire un jour: «Je plaque tout» et en plus, c'est marrant parce que la Nouvelle-Zélande, c'était la destination que j'avais visée pour, justement, faire cette, désintoxication, digitale. Mmh. Mais c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Si vous avez la recette, je suis prêt à le prendre. Je suis prêt à l'apprendre. L-A prendre et L apostrophe aussi, apprendre. Mais non, j'y arrive pas. Je veux pas jouer les gens, machin. Je n'y arrive pas et pourtant j'aimerais le faire. Alors, tu vois, comme à chaque podcast, à la fin, on a cette question, tu pourras t'en inspirer, puis je te donnerai quelques petits conseils. Ouais, donne-moi, mais franchement, je veux pas faire genre, je suis voilà, tu vois, la tentation numérique est beaucoup trop forte et c'est peut-être ce qui fait qui je suis aujourd'hui, hein. Bien C'est sûr. que, c'est cette tentation numérique que j'ai pu, accorder à mon activité, professionnelle et qui en fait que c'est une vraie passion. Parce que j'ai besoin d'être informé, j'ai besoin de faire des choses, c'est clair. Moi, je pense que dans mon esprit, j'ai l'idée que la vie est tellement courte qu'il faut en faire le plus possible. Mmh. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais on peut pas tout faire et il faut Ouais, mais je me accepter. donne les moyens de. Ouais. Non, je sais bien, non, mais encore une fois, hein, c'est ton parcours, il est très inspirant. Alors justement, en parlant d'inspiration, est-ce que tu voudrais partager avec, l'audience, une lecture, des podcasts, des choses qui t'inspirent un petit peu au quotidien et qui t'aident à avancer? Et ensuite, bah, tu nous expliques un peu, comment on fait pour te retrouver et te suivre. Waouh! Alors, donc moi, je pense que j'ai déjà répondu, hein, énormément, de livres audio, donc je suis un grand fan de Audible, donc voilà. Je suis un très grand fan pour parler d'applications, de l'application Radio France. Où il y a énormément, de podcasts, énormément, d'émissions que je suis. Alors, ce sont, aussi moi je suis fan d'histoire, donc c'est vrai, c'est pour ma culture personnelle et c'est très inspirationnel pour moi d'écouter, des histoires et de me dire: «Bah, on apprend, j'en apprends énormément». Il y a aussi, une émission, que j'écoute, ou en tout cas si je l'écoute pas, j'essaye d'écouter les replays. Alors ça s'appelait Carnet du monde, ça n'existe plus sur Europe 1, mais sinon sur France Inter à 18h40 tous les soirs, on a une vision au niveau social, politique, sur plein de sujets sur ce qui se passe dans le monde. Et les correspondants donc de Radio France qui parlent, je dis n'importe quoi, de l'impact d'un vote, l'impact d'un phénomène écologique et c'est super intéressant parce que ça nous change de perspective, qui de la perspective purement occidentale, donc ça, c'est hyper important. Voilà, après pour le reste,
J'ai toujours peur de ce type de questions parce que qui suis-je pour pouvoir dire ce qu'il faut lire ou regarder? En tous les cas, ouvrez-vous au monde, et lisez le maximum de choses que vous pouvez lire. Inspirez-vous, des personnages, historiques, aussi bien, masculins que féminins, parce que j'insiste là-dessus et d'ailleurs j'ai fait et ça fera une transition sur où est-ce qu'on peut me suivre. J'ai fait un podcast avec le groupe Énergie que je remercie, sur, l'histoire des femmes qui ont fait, l'histoire, de la technologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site thesocieties.media où vous retrouvez l'ensemble de mes émissions. Donc, voilà. Alors je vais te dire, là, on arrive à la fin de notre interview et ça peut te paraître bizarre, mais tu vois, ce fameux syndrome de l'imposteur, il est à 150 000 là. Parce que, j'ai pas l'habitude d'être interviewé, de donner mon sentiment, je suis plutôt assez réservé de ce côté-là. Et à la fin, tu me demandes de donner des conseils à d'autres, alors que j'ai l'habitude de poser des questions à des gens qui sont censés y répondre pour ceux qui nous écoutent. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un super exercice. Et je sais pas si j'ai répondu correctement à toutes tes questions d'ailleurs. Bah, tu as très bien répondu, mais on a justement une dernière question Ah bon? signature. Attention, monsieur Juvillier. Donc, bah, maintenant, il faut que tu réponds à la question What's your green plan? C'est quoi ton plan de croissance durable pour toi, là, pour les 10-15 prochaines années? Qu'est-ce qu'il va faire Michel Juvillier? Je ne sais pas encore. Je veux pas te dire, voilà, je ne sais j'allais dire, auditeurs qui nous écoutez, dites-le moi, apprenez-moi. Aussi simple que ça, je vais pas jouer les donneurs de leçons, je lis des choses, j'écoute, j'entends des choses. Par exemple, ce matin, non, dans ce week-end, j'écoutais un spécialiste de l'IA qui disait qu'il fallait pas mettre d'accent, quand on faisait des prompts parce que ça sursollicitait, les serveurs, au niveau de ChatGPT, par exemple. Bon, bah, voilà, tu vois, c'est encore un concept très colibri pour pouvoir avoir un impact sur l'environnement. Mais, très clairement, oui, je mange plutôt bio, mais pour être très franc avec toi, je mange plutôt bio, moins pour des raisons d'impact, environnemental que pour l'impact sur ma santé. Donc tu vois, je veux pas faire de faux semblants par rapport à ça et j'ai les moyens de pouvoir acheter du bio, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je vais changer pour que l'environnement, pour que j'ai un impact positif sur la durabilité et l'environnement? Je n'ai pas de réponse aujourd'hui, hem Et et pour durer toi? Et pour durer toi dans ta vie pro? ben, pour le moment, j'ai l'impression que je fais déjà les choses, qu'il faut. Eh bah, super, Je me dis mais j'ai des marges de progression, hein. Je suis pas encore arrivé là où je voulais arriver et j'ai peut-être des annonces à faire dans les mois qui viennent. Mais, génial. ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission, ou si ce n'est l'occasion de répondre à tes questions, de proposer une autre manière de poser des questions, aux gens du marché. Super. Bah, écoute, merci. Moi, ça a été, un vrai bonheur de t'écouter, d'échanger avec toi. C'était aussi un petit challenge. Et là, je sais pas quelle va être l'audience, mais bon, c'est pas grave, on l'a fait. Merci, pour cette expérience. Ouais. C'était aussi un très, très grand plaisir et j'y prends goût, hein. Bah, alors, tu viendras à la saison numéro 2 avec grand plaisir. Je Super. t'embrasse et merci à tous pour, votre écoute. Merci à toi, Alexia, à bientôt.